Ce sera sur YouTube ben, tout de suite après là, tout à l'heure. J'ai pas encore le temps de faire pour ce matin, mais ça prend pas si longtemps. Et sinon, comme le disait Cédric, tu as Twitch qui garde les vidéos. Et je les remets sur YouTube en plus. Du coup, alors pour Camilo, là je suis sur Camilo. Vous reconnaissez ce truc-là. Il y a un fichier qui s'appelle td mass spec 1 et c'est ça. Ok. Problème? Je ne crois pas. Alors si je suis en vue apprenant, ouais. TD de mass spec 1, donc c'est le quatrième en partant du bas. Quatrième item en partant du bas. Excellent tuto Camilo. Pourquoi j'allais trop vite? Ça va aller, non? C'est dans vos cordes. Je crois. Alors oui, je regarde pas le... Ah, c'est bon. Ok, j'ai la machine des alternants. Enfin, le chat des alternants dans Discord, si jamais vous voulez... si jamais vous voulez un vocal, hein, n'hésitez pas. Je mettrai un casque et tout ce qu'il faut. Cela dit, vous ne devez pas avoir le retour de l'audio normalement, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bien, ok, d'accord. On peut y aller? Tac. Du coup, ok. Donc, analyse vectorielle. Le but des deux premières exos, là, c'est des prétextes pour faire des calculs. D'accord, le lien avec la spectrométrie de masse est assez distant, mais c'est juste pour se dérouiller un peu sur bon, est-ce que c'est un gradient, est-ce que c'est un divergent, faire deux trois trucs, enfin jouer un peu à intégrer, regarder ce que c'est qu'un potentiel, et voilà, c'est vraiment que de la muscu. Ouais, alors ouais, les problèmes de son sur Twitch, c'est connu, en règle générale, ça se dissipe avec un bon vieux F5. Dites-moi si c'est ok. Ça vous va? Ouais. Alors, pour être parfaitement honnête, je sais pas du tout comment il marche par rapport au flux vidéo et son. Mon vieux Alt F4. Ok. Bon, allez, on est parti. Euh, exercice 1, on a un champ scalaire qui, pour le coup, se présente véritablement comme une fonction. Donc on a, c'est marqué hein, f de x, y, z, qui est égal à des trucs. Euh, nous, ce qu'on veut dans la question 1, c'est trouver les conditions. Donc on cherche les ensembles x, y et z tels que la fonction soit constante. Constante, et puis pour être parfaitement original, on va appeler ça k. D'accord.
Alors ça, c'est potentiellement difficile à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de méthode pour chercher les ensembles tels que ce truc-là soit constant. En revanche, moi je l'ai pas mis, j'ai pas choisi la forme du champ au hasard. On peut ruser et se rendre compte que ce truc-là, ça mesure quelque chose qu'on connaît très bien. On a une différence de deux machins au carré, plus une différence d'un autre truc au carré, plus une différence d'un autre machin au carré. Et ça, c'est à peu de choses près la façon dont on calcule la distance entre deux points euh, dans n'importe quelle dimension, mais en trois dimensions en particulier. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on remarque que ça, le x, y, z, c'est une distance au carré. Alors, je vais écrire. D, c'est la distance entre les points x, y, z, enfin un point x, y, z et un point ABC. D'accord? Parce que si je calcule D, c'est le théorème de Pythagore généralisé. La norme de cette distance-là, la norme je vais écrire après ce que c'est. Hop. Ça, c'est la norme d'un vecteur que je vais appeler, je sais pas moi, x. Ok. Et x ce serait un vecteur qui ferait ça. Qui aurait ça comme coordonnée. Ok. Donc on élève chacune des comment dire, chacune des coordonnées du vecteur au carré, on prend la somme et on met le tout racine carrée, et ça nous donne la norme. Ça se démontre pas ici. Voilà, du coup, j'ai astucieusement remarqué que en fait le champ, ça associe à tout point de l'espace sa distance au point ABC. Ah, attendez, bougez pas. Okay. Ah, mais attends, on peut peut-être le tracer. On va essayer de... Ah, tenez, on va essayer de profiter du fait qu'on soit à la maison et sur un ordinateur pour essayer de tracer des trucs. Alors, je vais essayer de faire une illustration de la valeur du champ dans l'espace, mais je vais me cantonner du coup à deux dimensions. Ok, donc je vais me mettre pour z égale 0, et ça ira très bien, ça donnera une bonne idée de ce que je veux montrer. Alors du coup, je suis désolé, il va y avoir des bruits de clavier, mais je vais essayer de faire ça en temps réel. Hop là. C'est pas vrai.
Ok, alors là j'ai un espace en 2 dimensions, qui est une surface en fait, que je plotte entre -1 et 1 en X, et -1 et 1 en Y. Ok. Et là je vais essayer de tracer la valeur du champ. Alors, j'ai une question là. Vous avez un logiciel à recommander pour tracer des champs ou un graphique quelconque en 3D? Alors, le mieux, c'est que tu te plonges dans Python. Python et Matplotlib vont te faire tout ce que tu veux. Il y a un coup d'entrée dans le sens où faut juste se taper la syntaxe, dans le sens où tu vas devoir... euh, donc Python, c'est un langage, et tu vas devoir lui dire, trace-moi ce truc. Mais c'est un langage qui a énormément de bibliothèques, ce qui veut dire des trucs déjà faits par d'autres personnes. Et du coup, il peut se comporter comme un plotter de base. Matplotlib. Matplotlib. Euh, Est-ce qu'il y a un H à Matplotlib? Je sais plus. Ça, tu vas trouver. Et en fait, tout ça, c'est inclus dans des packages de type Anaconda. Alors voilà, si ça vous intéresse, cherchez Anaconda et vous allez trouver tout ce qu'il faut. De toute façon, je crois que vous faites du Python en première année, non? Peut-être pas vous. Je sais pas si ça, je sais pas quand est-ce que ça a changé. Est-ce que vous avez fait du Python en première année? Oui, non, oui, 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 d'accord. Ouais, c'est ça. Du coup, on a dû vous faire télécharger Anaconda ou ce genre de truc. Ouais. Bon, c'est pas mal. Là, ce que j'utilise, c'est Igor. C'est un truc pas gratuit, mais après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire juste des plots et du copier-coller dans des machins, Igor a une version d'évaluation qui permet de tout faire sauf sauvegarder. Ça veut dire que si vous faites vos petits programmes ou si vous voulez regarder des choses, les plotter et ensuite les jeter, Igor ça marche très bien et c'est gratuit. Ou si moi je vous fournis un programme que vous pouvez pas modifier, vous pouvez le faire tourner avec un Igor gratuit. Le problème c'est que si vous voulez sauvegarder, il faut payer. Et la licence n'est pas donnée, enfin c'est 150 balles je crois pour les étudiants, un truc comme ça. Ah, en 3D, alors en 3D moi Matplotlib je connais très mal. J'ai fait un peu de Matplotlib pour 2D. Euh, mais pour le 3D, je sais pas. Dans Igor, on peut faire du 3D. Mais là, ce que je vais représenter, c'est un champ scalaire. Et du coup, à représenter en 3D, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'idée de comment faire. GeoGebra, une version 3D. Ouais. GeoGebra, c'est bien. Je connais très mal, mais c'est très répandu. Ouais, Python, ça peut être un peu lourd. Sinon, il y a R aussi, mais je sais pas s'il est très fort pour plotter des trucs. Euh, Après, si tu veux faire du 3D vraiment et que tu veux te plonger dans le Python, il y a un truc qui s'appelle Paraview. Paraview et tu peux brancher des trucs Python. Moi, je fais pas ça, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. R est très fort et demande. Ouais, ouais. Après, je crois que la syntaxe de R et la syntaxe du Python sont très différentes, hein. Du coup, tu peux pas passer de l'un à l'autre hyper facilement. Enfin, tu vois. Bon, bah après,
C'est le choix de chacun. Voyons, j'avance un peu, je vais pas parler de Python des millions d'années. Ok. Du coup, on a dit que ce machin-là, c'était égal. Donc la valeur que je vais color coder, donc que je vais afficher avec une couleur qui dépend de son intensité, de sa valeur, elle dépend de x et de y. Et elle dépend de x et de y de façon relativement simple. C'est x moins a. Alors a, je vais lui donner une valeur parce que sinon je ne peux pas m'en sortir. Je vais mettre le centre à 0,505. D'accord. Du coup, il sera dans ce coin-là. Ou dans ce coin-là, parce que cet axe est inversé. D'ailleurs, je vais l'inverser. Je sais pas, sinon on va pas s'en sortir. Swap. Do it. Ok. Paf. Ah. Et du coup, on a bien ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire grosso modo un truc qui dépend uniquement de la distance au point A. Ok. Succès total. Ah putain ça. Ok. Donc j'ai mis en rouge là le point. Je vais essayer de changer le- on va se mettre un truc plus gai. Voilà. Ok. Du coup là la valeur du champ elle dépend uniquement de la distance au point rouge. Du coup elle est minimale sur le point et à mesure qu'on s'éloigne du point, ce truc là augmente. Ok. Est-ce que je peux me mettre là? Ouais, je crois. Ok. C'est moche, hein. Enfin, on s'en fout. Voilà. Et donc l'idée, c'est de savoir, une fois qu'on a remarqué que ce truc-là était la distance au point, en 3 dimensions, qu'est-ce qui se passe quand la distance est constante? Donc ici, si d est une constante, alors d au carré, c'est une constante au carré, et ça c'est égal à f de xy tel qu'on veut. F de xyz tel qu'on veut pour que ce soit constant. Et ça veut dire que x, y et z solutions sont sur la sphère de rayon K.
Enfin non, de rayon K, pardon, pas K au carré. Ok. Ça, alors on peut le matérialiser. Je crois que si on demande un logiciel bien foutu, ça doit pouvoir marcher. Contoplot. Ah, voilà. Là j'ai demandé au soft de tracer justement quelques lignes quelques courbes de niveau sur le champ que j'avais ici. Et il se trouve, alors on voit que c'est des cercles concentriques ici, et du coup, bah, en 3 dimensions, ça équivaut à des sphères concentriques. C'est simplement les sphères de rayons croissants, mais de centres identiques. Donc c'est simplement des sphères concentriques. Ok. Rien de bien difficile. Alors maintenant on veut, enfin, une autre question qui demande le sens et la direction du gradient de f. Deux. Sens et direction de f. Du gradient de f. Alors on sait que le gradient pointe. Donc le gradient, ça va être un champ vectoriel qui, à chaque point de l'espace, va associer un vecteur. Et ce vecteur, on sait qu'il a 2 caractéristiques. Il indique la direction de la plus grande variation de f, au point où on est, et il pointe vers les hautes valeurs. Si je suis à un point sur la ligne orange là, si je reste sur le cercle orange, hop, je vais le redessiner, je vais redessiner par-dessus. Si je reste sur ce truc orange, la valeur de f change pas. D'accord La valeur de f change pas. Si je me rapproche du point, la valeur de f diminue. Si je m'éloigne du point, la valeur de f augmente, d'accord? Puisqu'on a vu que ce truc f était égal à, enfin, était directement proportionnel. Enfin, c'est la distance au carré en fait. Donc si la distance diminue, le truc diminue. Et intuitivement, la façon qu'on a de maximiser l'évolution de f, c'est d'être perpendiculaire à la courbe de niveau, ou autrement dit sur un rayon. Alors attendez, parce que je crois savoir qu'on peut tracer des droites. Tac. Alors on va pas se gêner. Tac. On va même le mettre en blanc, pour que ce soit bien visible. Oh, non, c'est nul. Oh, c'est nul. Nul, nul. En gris. Non, c'est nul. Bon, le noir, c'est ce qu'il y avait mieux. D'accord. Ok. Et on sait que le gradient, il pointe vers les hautes valeurs de f. Et ça, bah, ça implique simplement que le gradient, c'est un vecteur qui, en un point, fuit le centre et pointe vers l'extérieur. Ok ? Donc ça, c'est le gradient en ce point-là. Okay. Si je veux... Alors, on va, pour des raisons évidentes de commodité, à
dessiner le truc, je vais le faire plus petit. Donc là, on a le gradient, en ce point-là. Si je veux dessiner le gradient en un autre point, on va rester sur cette espèce de courbe de niveau orange, là. On va avoir la même punition. On va être sur le rayon. Tac. Et on va pointer vers les hautes valeurs. La norme du vecteur, grosso modo la taille de la flèche, elle dépend de la vitesse, en quelque sorte, l'accélération de la variation. Okay. En d'autres termes, plus je vais me rapprocher d'une zone où f varie peu, plus la norme du gradient va être petite. Plus je m'approche d'une zone où f varie beaucoup en fonction de l'espace, plus le gradient est grand. Okay. Et là, si vous regardez, le champ, il vaut la distance au carré. Okay. Et la distance au carré va augmenter plus vite pour les distances élevées que pour les distances faibles. Ok. Ça veut dire que les normes des gradients, à mesure qu'on s'éloigne, vont augmenter. Voilà, j'en dessine plein parce que j'aime bien dessiner. Ok, bon, je pense que tout le monde a compris. Ça marche? Alors maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu répondre à cette question avec un calcul? Comment est-ce qu'on interprète autrement? Je vais virer ce machin. Voilà. Alors dans la question, il demande sans calcul. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut retomber sur nos pattes ou comment dire, s'en rappeler en fait de comment ça marche le gradient? Alors le gradient, il est défini de cette manière-là. Il n'est pas défini explicitement comme gradient de f égale un truc. Il est défini de telle manière que son produit scalaire, le produit scalaire, avec un vecteur de déplacement infinitésimal, que je vais appeler dl, le produit scalaire de ces deux trucs, grosso modo la projection du gradient sur un déplacement, ça donne une quantité qu'on appelle la différentielle de f. C'est une variation de f. Ok? En une seule dimension, ce truc-là serait un produit simple. Donc en une seule dimension, donc si je regarde le gradient sur une ligne, en fait, si on avait un champ qui était défini uniquement sur une seule dimension, on aurait df sur dl qui est égal à grade la norme du gradient, pardon. Okay. Ça c'est en une dimension, puisque du coup ce truc-là est un produit simple quasiment, et donc je peux le simplifier et le passer de l'autre côté. Et... Voilà. Mais c'est pas aussi simple en 2 dimensions ou en 3 dimensions, parce que du coup le produit scalaire n'est pas un produit simple, c'est un truc légèrement plus compliqué. Hop là. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Ou est-ce que tout le monde a fait une attaque cardiaque? Ou est-ce que les gens se demandent pourquoi j'ai choisi ces couleurs dégueulasses? Ah non, c'est bon, ok.
Ok, super. Et alors, par définition, la quantité df, là, la différentielle de f, alors je devrais pas mettre grand F, hein, c'est petit f. La différentielle de f, on l'écrit d'une autre manière, en analyse pure. C'est la dérivée partielle de f par rapport à comment dire, une coordonnée fois dx plus dérivée partielle de f par rapport à une autre coordonnée fois dy, alors c'est moche. Et la même chose pour la dernière. Enfin, et ça marche pour n'importe quel nombre de dimensions, mais on va rester calme et faire ça en 3 dimensions uniquement. Okay. Donc ça c'est la définition, on va dire, c'est la définition de la différentielle. Ok. C'est comment ce truc évolue par rapport à x fois un petit déplacement de x, comment ce truc évolue par rapport à y fois un déplacement de y, comment ce truc évolue par rapport à f par rapport à z fois un petit déplacement des z. D'accord. Et la somme de tout, ben, ça me dit combien ce truc varie quand je bouge de dl. Ok. Et donc si on identifie pardon, en coordonnées cartésiennes, ce truc là c'est si on connaît les règles de calcul du produit scalaire en coordonnées cartésiennes, on a une équivalence si on identifie la formule du gradient de f en coordonnées cartésiennes. Donc c'est le gradient de f, c'est un vecteur qui aura la dérivée de f par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y, la dérivée partielle de voilà. Scalaire, le vecteur déplacement qui est un déplacement infinitésimal. Donc quand on bouge de dl, ça veut dire qu'on bouge de dx suivant x, de dy suivant y et de dz suivant z. Pardon. Ok. Ça c'est pas mal. Et du coup, avec ça, on pouvait retrouver ce qu'on avait dit dès le départ, c'est que le gradient est perpendiculaire aux courbes de niveau. Et ça c'est pas comment dire, ça découle directement de ce truc-là. C'est parce que si f de x, y, z est constant, alors df égale 0. Parce que si je fais, comment dire, si je me déplace de telle sorte que f est constante, ça veut dire que la différentielle de f est nulle. Ok. Et ça, c'est équivalent à dire que le gradient de f est perpendiculaire au petit déplacement. Ok. Et ça veut dire que toujours dans le cas où, comment dire, si dl est tel que la fonction est constante, grosso modo, si je me déplace de telle façon à ce que la fonction soit constante, ça veut dire que je suis perpendiculaire au gradient. Ça revient au même. Ok. Et donc ça implique que, enfin, c'est équivalent à dire que si le grade de f est parallèle à un rayon de la sphère, ok, alors euh,
Alors, je vais pas mettre et. Je vais dire dl reste sur une sphère. C'est vrai qu'il y a un meilleur code couleur sur... Ouais. On peut faire mieux sur Hydra. Il y a des gens qui y arrivent. Ok. Bon, du coup, rien qu'avec la définition du gradient tel qu'on l'a ici, on voit qu'on pouvait récupérer ce résultat-là. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire si on a les courbes de niveau, alors on a le gradient. Okay. Ça, c'est ce que vous pouvez intuiter quand vous regardez des cartes IGN avec des courbes de niveau. Ce qui est indiqué sur les cartes IGN, c'est des courbes où l'altitude est constante. Et du coup, le gradient, donc la ligne de plus grande pente, elle est nécessairement, en tout point, perpendiculaire à ces courbes de niveau. Je crois que j'ai une question. Le passage du perpendiculaire à l'interprétation graphique. J'ai pas bien interprété ça. Ouais. Alors, on reprend. Donc, le gradient, il est défini de cette manière-là. Ça veut dire que j'ai un vecteur de déplacement infinitésimal. Ok. Quand je projette le gradient dessus, ça me donne la valeur de la variation de la fonction. Quand j'ai procédé à ce petit déplacement. Et si je cherche un petit déplacement tel que la fonction soit constante, okay, ça veut dire que je vais chercher tous les déplacements, enfin l'ensemble des déplacements, ou les conditions pour que le déplacement n'occasionne pas de variation de la fonction. Autrement dit, si je me déplace sur une carte, je cherche à rester à la même altitude. Ça veut dire que si j'applique mon petit déplacement, ma fonction ne varie pas, mon altitude ne varie pas, c'est ce que je demande. Ça veut dire que ce produit scalaire, il est nul. Ok? Et un produit scalaire, alors on va faire un petit rappel. A, donc A, un vecteur scalaire B, c'est égal à la norme de A, fois la norme de B, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Je sais pas comment on note ça, moi je vais noter ça comme ça. Ok. J'ai le vecteur A, j'ai le vecteur B, alors on va tous les faire partir du même point parce que c'est plus facile à dessiner. Hop. Hop, 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 hop. D'accord, là j'ai un angle θ. Donc le produit scalaire, c'est cette valeur-là. Si c'est nul, donc A scalaire B égale 0, ça implique, enfin c'est équivalent à plusieurs choses, soit la norme de A égale 0, soit la norme de B égale 0, soit le cosinus, égale 0. Ok. Ici, le gradient a priori n'est pas nul. Alors il peut l'être, mais si le gradient est nul, de toute façon, chercher les zones où
ce truc-là est constant, ça n'a pas de sens, puisque ça veut dire que la fonction est constante partout. Donc, le gradient n'est pas nul a priori. DL, il n'est pas nul par définition. Du coup, la seule chose qui reste, c'est un cosinus nul. Et un cosinus nul, ça implique un angle égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ce qui, en français, veut dire perpendiculaire. Verstanden? Compris? Compris en allemand, ça veut dire compris brutalement. Ok, super. Et donc, ouais, donc intuitivement, sur une carte IGN, quand vous vous déplacez sur une courbe de niveau, vous vous déplacez perpendiculairement à la ligne de plus grande pente. Ok? Votre altitude ne varie pas, et donc vous savez que la pente, elle est à 90 degrés par rapport à votre déplacement. Mais ensuite, comment vous déduisez la direction? Alors, ça te donne le lien entre les courbes de niveau et le gradient. Donc si tu connais les courbes de niveau, tu as la direction du gradient. Et inversement, si tu connais le gradient, tu as la forme des courbes de niveau. Si tu connais les deux, bah, aucune question se pose. Et si tu connais aucun des deux, tu peux pas lier les deux, puisque de toute façon, voilà, c'est juste que l'un découle de l'autre. Ici, on avait rusé en disant que, oui, on voit bien que la fonction dépend directement de la distance des points de l'espace à un centre choisi, ABC. Du coup, les courbes de niveau, c'est nécessairement des sphères centrées sur ce machin. Et du coup, ben, par le calcul, on peut déduire le gradient. Mais si j'étais capable de calculer le gradient analytiquement, alors j'aurais eu les courbes de niveau grâce à la définition du gradient. Et je dis que par le calcul, donc sans astuce, c'était assez difficile de trouver les ensembles x, y, z pour lesquels f était constant. Et en fait, c'est ce que tu fais pour trouver mathématiquement, donc de façon automatisée, les courbes de niveau pour ce machin-là. Ce que tu vas faire, c'est calculer le gradient, et ensuite trouver les x, y, z de telle façon à ce qu'ils soient toujours perpendiculaires au gradient. Enfin, c'est l'ensemble des trucs qui sont associés à un déplacement qui sera toujours perpendiculaire au gradient. Parce qu'en revanche, calculer le gradient de ce machin, c'est facile. En coordonnées cartésiennes aussi. Enfin, c'est facile dans d'autres coordonnées, mais là, on reste en coordonnées cartésiennes. Alors, dl, c'est une variable. C'est comme un dx en une dimension. Sauf que là, donc dx, enfin, je veux dire, quand tu regardes une fonction, si je te demande la valeur en x et la valeur en x plus dx, tu n'auras aucun mal à me dire où est le x et où est le x plus dx, d'accord? C'est une quantité infinitésimale ajoutée à x. Okay. Mais en fait, tu sais pas si elle est ajoutée ou soustraite. Enfin, c'est fondamentalement plus compliqué que ça. Ici, tu as une espèce comme ça de valeur de déplacement infinitésimale, mais en 3 dimensions. Donc si tu... Comment dire? Si tu imagines une fonction classique, on prend un truc immonde sinusoïdal, tu as x, et si je te dis x plus dx, d'accord, tu vas me dire, bah, en x, elle a cette valeur, et en x plus dx, elle a une autre valeur. D'accord. Alors dès que tu le dessines, ça n'a pas de sens, parce que ce machin-là, il est plus infinitésimal. Mais bon, ça permet de comprendre le sens. Ok. Bah là, c'est pareil, imagine en 3 dimensions, tu as
une position, donc là tu es à 0, 0, 0. Là tu es à x, y, z. Et du coup, l'espèce de petit espace ici, en fait, ça va consister en une espèce de sphère centrée sur ce point-là, et qui va correspondre à x plus dl. Donc c'est une espèce de variable. D'accord? Ça représente tous les déplacements possibles. Mais si, ici, je donne une condition, et donc pour tous les déplacements possibles, à chaque fois que je les projette sur le gradient, j'obtiens df. D'accord? Donc si je rajoute une condition, c'est-à-dire par exemple df égale 0, ça va rajouter une condition sur dl, qui est dl est dans le déplacement qui correspond à l'invariance de f. Ok? PLS? PLS généralisé? Non, c'est ok? Ok. Ça, c'est une définition. Hein. Est-ce que je peux faire des... Je crois que je peux faire des carrés. Je vais faire un carré. J'ai pas la fin du raisonnement, mais tant pis. Ok. Non, non, mais si, si. Euh... Est-ce qu'on peut prendre un... Est-ce qu'on peut reprendre un exemple ouais. Hop. Voilà. Mettons que je sois à ce point-là. Ok? Et je vais me faire un petit déplacement dl. Tuc. Ok? Je peux me faire un autre petit déplacement. Donc là, ça marche en deux dimensions très bien. Hein. Je peux me faire un autre petit déplacement. Hop, dl. Alors dès que je le dessine, il n'est pas petit. Hein. Mais bon, vous comprenez l'idée. On va faire un point. Et là, c'est grosso modo pour chaque petit déplacement. J'ai une variation de f associée. Et c'est ça que j'appelle df. C'est-à-dire que si je me déplace, f change. Ou pas. Enfin, elle peut changer, quoi. Eh bien, la valeur, la variation de f quand je me déplace, elle est définie de cette manière-là. C'est le gradient de f,
scalaire le déplacement. Ah oui, alors, grade de f perpendiculaire à dl. Comment tu le transportes en grade de f parallèle au rayon? C'est si tu connais la forme des courbes de niveau. Si tu sais que c'est des sphères, alors ton gradient il est parallèle au rayon. Tu es obligé de supposer l'un pour avoir l'autre. Ok. Bon, peut-être que ça va clarifier par la suite. Alors, à la question C, on demande de calculer la valeur du vecteur. Grade de f. Et ça, on a vu que c'était égal à la dérivée de f, la dérivée partielle de f par rapport à x, jusqu'à la dernière dimension. Ok? Bon, bah, action. Ce machin, c'est égal à la dérivée partielle de ce truc-là par rapport à x. Ce terme-là, il dépend pas de x du tout. Ce terme-là, il dépend pas de x du tout. Du coup, les dérivées de ces trucs-là, c'est comme des dérivées de constants, donc c'est nul. Il faut juste dériver x moins a au carré. Ok, alors ça c'est si on connaît un peu les règles de composition des fonctions, sinon on peut développer. C'est ce qu'on va faire. Hop. Du coup, x moins a au carré, c'est égal à x carré moins 2ax plus a carré. Okay. Si je dérive ça par rapport à x, ben j'obtiens 2x moins 2a. D'accord, et c'est bien ce qu'on récupère ici. Ok. Ça marche? Et de la même manière, df sur dy c'est 2y moins b. Et d rond f sur dz, ça doit être furieusement égal à z moins c. 2z moins c. Ok? Du coup, grade de f, c'est un truc qui ressemble à ça. Je mets 2 en facteur. J'ai x moins a, y moins b et z moins c. Hop là. Et ce truc-là, c'est... ce truc-là, c'est 2 fois, alors on pourrait mettre 2 en facteur, mais c'est le rayon moins un vecteur a, moins un vecteur constant. Donc, oui, parce que le rayon, si vous êtes à x, y, z, le rayon, il est dans la direction x, y, z, par définition de x, y, z. Ok. Du coup, là, vous avez l'indication selon laquelle le gradient, il est
collinéaire au rayon, puisque c'est un coefficient fois le rayon, moins un truc constant. D'accord. Et les translations, donc soustraire ou additionner un vecteur dans un espace, c'est une translation, et les translations ne changent pas les valeurs d'angle. Enfin, ce qui est parallèle reste parallèle, pardon. Par translation. Ça change certains angles, mais pas tous. Ça marche? Ok. Et du coup, là, si on se rend compte que le gradient est parallèle au rayon, alors la courbe de niveau est une sphère centrée sur ABC. Ah oui, et A, pardon. Ici, j'ai introduit le vecteur A sans le définir. Et... hop là. A, c'est égal à ABC. Tac. Ça marche? Et on va prendre un avis objectif. Cédric, c'est compréhensible ce que je raconte ou il n'y a que moi qui arrive à me suivre? Il s'est barré. Ah non. Ah non. Alright. Ok, on finit cet exercice et puis on va se prendre un café. Ça vous va? Super. Bah en fait, il n'y a plus qu'une question. Haha. Ouais, ça marche. Calculer... Gradient. Ok, ça marche. Donc on a calculé le gradient, c'est super. Maintenant, on veut calculer le divergent. Alors... là, je ne vais pas redémontrer les formules du divergent en cartésienne. C'est assez amusant, mais je vais être tenté de le faire avec des trucs graphiques et ça va prendre la vie. Ou alors je vais juste faire un calcul et puis personne va suivre, donc c'est pas génial. Si on a le temps et s'il y a une demande populaire, on regardera comment est-ce qu'on retrouve rapidement la formule du divergent en coordonnées cartésiennes. Là, je vais la donner directement. Donc div de G, c'est la dérivée de la composante en x de G par rapport à x. Je vais mettre des... ok. Plus. Donc, je rappelle, hein, le divergent, c'est une grandeur scalaire. C'est un nombre réel qui est le résultat d'une opération sur un champ vectoriel. D'accord? Donc ici j'ai pris G parce que voilà. Mais je pourrais... et donc ce champ vectoriel, il a différentes composantes. Gx, Gy, Gz. Donc on va l'écrire ici. G, c'est ça. Ok. Et donc le divergent, c'est la dérivée de la composante en x par rapport à x, la dérivée plus la dérivée de la composante en y par rapport à y, et la dérivée de la composante en z par rapport à z. Et du coup, ici, div de gradient de f, ça fait 6, c'est ça. Si je peux payer le café, avec plaisir. Mais pour ça, ça voudrait dire que je sais où vous êtes. C'est pas possible. Du coup, dérivé de la composante du gradient, donc ça va être
dérivée de 2x moins a hop, par rapport à x, plus dérivée de 2y moins c, moins b, pardon. Hop là, et ainsi de suite. Donc là, vous avez 2. 2 plus 2 plus 2. Tada! Ok, rien d'inhumain, ça n'a aucun intérêt à part se rappeler la formule du divergent en coordonnées cartésiennes. Alors, 6. Donc, si ça a un intérêt qui est que le gradient est constant. Pardon, la divergence du gradient est constant. Donc ça veut dire que grosso modo le gradient il explose. Ça veut dire qu'il est de plus en plus fort en norme à mesure qu'on s'éloigne de ABC, donc du vecteur centre, enfin du point central. Et du coup, s'il y avait si c'était un champ de vitesse et qu'il y a des particules qui subissaient ce champ de vitesse, et ben on aurait affaire à une explosion. Et cette valeur, cette explosion, le divergent, il est égal à, il vaut une certaine valeur et cette valeur est la même dans tout l'espace. Le divergent, c'est une mesure de l'augmentation du volume d'un corps qui aurait pas de masse, qui serait infiniment déformable et qui subirait le champ vectoriel qu'on considère. Ok. Et donc là, ça veut dire que, grosso modo, l'expansion qui serait due au gradient de f si c'était un champ d'action, cette expansion, elle serait la même dans tout l'espace. Et ce truc-là, alors, je pense que il correspond à rien, ou alors à une certaine forme d'explosion, je sais pas. Ok. Ça marche. On fait une pause, on se retrouve à 15h. Ça vous va? Ok, j'arrête l'enregistrement, je coupe le micro, je laisse le stream on. Ou non, je vais arrêter le stream parce que sinon ça va être un problème. Ou alors on peut prendre le café tous ensemble. Mais j'ai pas envie que ça soit gardé par Twitch, donc voilà. On arrête tout. A plus. À 15h. Ok, c'est parti. Exercice 2. Exercice 2, c'est la même en couleur. Sauf que cette fois-ci, on se rapproche un peu plus d'un objet physique. Et on regarde grosso modo le champ qui est généré par un proton. Enfin, une charge centrée en 0, 0, 0. Ok. Ça marche? Alors, je vais remettre analyse vectorielle. Et c'est l'exercice 2. Ok, donc on a un champ qui est qui cette fois-ci pardon est décrit en coordonnées sphériques. Donc c'est égal à un truc
multiplié par tout un tas de constantes. Et directement proportionnel à... enfin, collinéaire à un rayon. Ok. Donc ça veut dire que si on doit le dessiner, on a une source qui est centrée en 0, 0, 0. Et puis, hop, tout un tas de vecteurs, en fait, autant qu'on veut, hein, qui fuient le centre et dont la norme, donc l'intensité du champ, varie en 1 sur R2. Ok. Oui, pardon, oui. J'ai pas, c'est pas complètement exact ce que j'ai écrit. Et donc ça c'est effectivement G fois ER. D'accord. Et ER c'est en coordonnées sphériques. Le... Si ça c'est le vecteur R, alors R c'est égal à R fois ER. Tac. Ça vous va? Ah oui, G c'est pas un vecteur. C'est la norme du vecteur. La norme du champ en tout point. Ah oui, il y a un 3. Alors, il y a un cube. Donc E, c'est G fois ER. Et R, c'est R fois... pardon. Et R, c'est R fois ER. Du coup, je peux dire que ER, c'est R sur R, sur sa norme en fait. Du coup, et du coup si je suis explicite sur le truc, 4,0 R carré ER, c'est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R cube fois R. C'est parce que R, donc le vecteur R, qui est le vecteur de 0, 0, 0 à... Enfin, au point qu'on considère, si j'appelle ce truc-là R vecteur, le vecteur R, sa valeur, c'est cette distance-là, fois le vecteur unitaire qui pointe dans cette direction. Et je rappelle que la norme de ER, c'est 1. Okay. Donc là, c'est juste un truc de physicien qui aime bien faire apparaître ce machin. Ça simplifie les calculs. Là, ça rajoute une petite gymnastique parce qu'on est habitué à voir les trucs en 1 sur R2, parce qu'en règle générale, on s'intéresse uniquement à la norme de ce machin. Mais quand on fait des calculs vectoriels, en fait, ça vaut le coup de remettre des constantes élevées au cube et de faire apparaître explicitement les x, y, z du vecteur ici. Ça n'a aucun intérêt. Il faut juste pas se faire voir. D'accord. Pour vous, l'intérêt, c'est uniquement de vous faire un petit piège dans un DS. Voilà. Donc, rien d'intéressant. Ok. On y va? Donc la question A, c'est calculons le flux du champ
à travers la surface qui est une sphère centrée sur la source. Donc on veut calculer ce truc-là. Je rappelle, hein, le flux, c'est le champ projeté sur ce vecteur bizarre qui s'appelle ds. On va voir à quoi il est égal. ds, c'est le vecteur normal multiplié par la quantité infinitésimale de surface. Alors si je dessine ça, je vais essayer de dessiner ça en 3 dimensions bizarres. Tac, tac, tac. Ok, donc là j'ai comment dire, un huitième de sphère. D'accord, je sais pas si tout le monde le voit. Donc là c'est les parallèles et puis là c'est les méridiens. Hop. Je dessine pas tout, mais donc ça c'est ma surface. Je vais l'appeler surface ou S ou grand S. C'est bien parce que ça marche aussi avec sphère. Bon, peu importe. En tout point de cette sphère, comme c'est une surface fermée, je peux définir un vecteur normal. Puf. Alors, il a fallu que je le colle. Donc, en tout point de cette sphère, je peux définir un vecteur normal qui est perpendiculaire à la surface. Perpendiculaire en 3D, ça veut dire normal à la tangente. Donc si on imagine qu'en ce point-là, il y a une surface tangente à la surface que je regarde, ok, le vecteur là, il est perpendiculaire à tous les vecteurs qui seraient sur cette surface-là. Ok. Donc on imagine qu'en ce point-là, il y a un plan tangent à la sphère. Et donc normal est, le vecteur normal, il est perpendiculaire à ce point-là. Je précise ta pensée, Marco. Merci pour... scalaire nul au point... Je sais pas, excuse-moi. Alors, ben, quand tu dis scalaire, tu veux dire le produit scalaire de ce vecteur avec un autre vecteur est nul. Ouais. Mais du coup, les vecteurs... Les vecteurs qui, s'ils étaient impliqués dans un produit scalaire avec le vecteur n, donneraient un produit scalaire nul, eux, ils sont sur la surface tangente. Ok. Alors ça, perpendiculaire à la surface pour une sphère, on vient de le voir, hein, c'est équivalent à parallèle au rayon. Et ici, on est sur les rayons. Enfin, c'est rien. Et il pointe vers l'extérieur. Il pointe vers l'extérieur de la surface fermée. Et il a une norme de 1. Ok. Ouais. Ok.
Et donc, ce que je cherche à faire, c'est... enfin, à connaître. Ce truc-là, ça va me permettre de quantifier ce qui rentre et ce qui sort. Parce qu'on va, on va prendre un exemple un peu plus simple avec, mettons, une surface bien plane, okay, qui aurait donc un vecteur normal qui sort vers l'extérieur. Alors, on ne peut pas être plan et fermé. Donc on imagine que ce truc-là fait partie d'un cube. D'accord. Et du coup, ça c'est défini, puisque si on veut que ça pointe vers l'extérieur, il faut qu'il y ait un extérieur. S'il y a un extérieur, c'est que c'est fermé. D'accord. Donc ce truc-là est une brique, peu importe. On s'attache uniquement à cette surface-là, pour le moment. Si j'ai des vecteurs qui rentrent, tout un tas, okay, il y a uniquement leur composante normale à la surface qui rentre. Okay. C'est-à-dire que grosso modo, si j'avais des vecteurs qui étaient parallèles à la surface comme ça, je peux considérer que le flux à travers la surface est nul. Ok. D'accord. Si je veux trancher du beurre en raclant la surface, c'est beaucoup plus difficile que si je tranche dans ce truc. Bon, je sais pas si c'est la meilleure analogie, mais... Et donc, pour signifier qu'il n'y a que la partie normale à la surface qui m'intéresse quand je compte ce qui rentre et ce qui sort, bah, je vais réutiliser le produit scalaire, qui est un très bon outil, qui annule les valeurs quand les vecteurs sont perpendiculaires, et qui les maximise. Enfin, je veux dire, si j'ai des vecteurs qui sont orientés comme ça, et que je cherche à savoir quelle est la valeur qui rentre dans ma boîte, ben là je sais que c'est toute la valeur de ce vecteur-là qui rentre, puisque ben, il est complètement perpendiculaire à la surface. Okay. Du coup, si je projette les vecteurs sur le vecteur normal, j'ai la quantification de la composante normale à la surface que je considère. Ça marche? Et si je fais ça pour chacune des quantités infinitésimales de surface, je sais que pour un tout petit carré qui est là, j'ai une surface qui est ds. Et donc si je veux savoir pour chaque surface infinitésimale ce qui traverse cette surface infinitésimale, comment dire, quelle est la part du champ qui traverse cette surface-là, ben, je vais projeter le champ sur la normale, et je vais multiplier par ds, qui est la valeur de cette surface-là. Ok. Et donc ça va me donner comment dire, la quantité infinitésimale de champ qui traverse la surface ds. Ça marche? Et du coup, si j'intègre sur toute une surface, ben, j'obtiens cette grandeur-là. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, là, on le renomme, et par convention, on lui donne cette forme-là. Donc c'est un élément infinitésimal avec un vecteur. Implicitement, c'est collinaire au vecteur normal. C'est juste une façon de noter. Mais c'est ce que j'ai... Ça, c'est l'écriture explicite, on va dire. Ok, du coup, ben, je cherche à faire ça. Alors, ce que je peux remarquer, c'est la chose suivante. C'est que E est parallèle, enfin est collinaire à N. En tout point. Oui, parce que N, en l'occurrence, il est parallèle à un rayon, et ici, E, il est parallèle à un rayon par définition.
Ok. Physiquement, j'ai une source qui émet un truc, d'accord, qui sont des champs toujours dirigés vers le... Alors, pointent vers l'extérieur, mais la direction passe par le centre de la source. Et du coup, ben, ces machins sont collinaires à des rayons. Évidemment. Et du coup, si ces machins sont collinaires, alors le produit scalaire, il se simplifie grandement. Donc, bah, si je réécris la définition du produit scalaire, donc si c'est parallèle, c'est cos de 0. Norme de E, c'est E. Enfin, on va appeler ça E. N, c'est 1, et cos, c'est 1. Bon, voilà. Du coup, ce truc-là, en tout point, de la sphère, mais en fait, ça se généralise en tout point. Si on a une norme qui est collinaire à un rayon, cette grandeur-là, c'est la valeur du champ. Et du coup, ce machin se simplifie en diable. Ah, c'est moche. C'est pour ça que on a utilisé habilement une notation en coordonnées sphériques, parce que ça a tout de suite fait apparaître la collinéarité pardon, euh, du vecteur normal en tout point et du vecteur du champ en tout point. Ok. Et sur S, sur une sphère, R est constant. Or, E, c'est une fonction de R uniquement. D'accord. Donc la norme du truc, c'est G, c'est le G qui est décrit avant, c'est la charge, enfin une constante fois 4pi sur epsilon 0 fois R2. C'est ce qu'on dit depuis le début. Du coup, ça dépend que de R. Du coup, si R est constant, E est constant. Okay. Si c'est une constante, je peux sortir de l'intégrale. Donc ça, je le connais. Alors ici, je devrais mettre SR, d'accord, c'est la sphère de rayon R. Tuc, tuc. C'est la surface fermée associée à une sphère de rayon R. Donc E, ben, je connais sa valeur, je la marque ici. Et il reste à évaluer la grandeur qui est là. Si je lis ça en chinois, ça dit c'est l'intégrale sur la surface fermée des éléments infinitésimaux d'une surface sur une sphère de rayon R. Et ça veut dire c'est la surface de la sphère de rayon R. Et la surface d'une sphère, c'est égal à... Vous pouvez mettre ça dans le chat pour avoir des points.
On a pi r carré. C'est pas bon, pi r carré. Pi r carré, c'est la surface du disque. Quatre tiers de pi r cube, ça c'est le volume de la sphère. 4 pi r carré, c'est OK. Okay. 4 tiers de line carré. 4 tiers de pi r carré. Alors, KID. C'est KID. Non! C'est un mélange entre la formule du volume et la formule de la surface de la sphère. La personne qui a donné la valeur avec le cube, les volumes en règle générale, donc il faut raisonner par homothétie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je multiplie les grandeurs par une certaine valeur. Donc grosso modo, je multiplie toutes les grandeurs par 2 ou je les divise par 2. Les longueurs sont multipliées par le facteur de rétrécissement, les surfaces sont multipliées par le facteur de rétrécissement au carré, et les volumes par le volume de rétrécissement au cube. Et du coup, si vous avez une formule qui dépend du cube, en r cube, si vous multipliez votre r par une certaine valeur, ben, cette grandeur va varier en cube. Donc ça peut être qu'un volume, et pas une surface. Alors pour comment on retrouve les formules, moi je serais capable de faire une intégrale bourrine, mais il y a beaucoup mieux. Il faut aller voir la vidéo de Three Blue, One Brown. Alors c'est en anglais, mais il parle tellement bien que vous comprendrez. Tiens Cédric, est-ce que tu peux retrouver le lien de la vidéo de Anderson sur justement d'où vient 4 pi r carré? Pourquoi est-ce que la surface de la sphère c'est 4 pi r carré? C'est brillant, il faut absolument regarder ça. Puis on va pas la refaire. De toute façon c'est l'heure. De toute façon c'est l'heure. Donc je vais terminer cette question et puis on va arrêter. Ok. Du coup, donc la surface c'est 4 pi r carré. Tada! Et ouais, et donc là, vous avez l'explication de pourquoi est-ce qu'on dit que le champ généré par un électron, il est en charge sur 4pi epsilon R2. En fait, c'est trafiqué de telle façon à ce que quand on regarde le flux qui passe à travers une surface centrée sur cette source-là, les 4pi R carré se simplifient. Et en fait, ça c'est... Comment dire, grosso modo, c'est le théorème de Gauss. Enfin, c'est... Comment dire, le théorème de Gauss dit que le flux électrique à travers une surface fermée est proportionnel au nombre de charges à l'intérieur. Proportionnel, ça veut dire multiplié par une constante, et ici, la constante c'est 1 sur epsilon 0. Je suis pas sûr que Gauss ait introduit ce formalisme-là quand il a énoncé son truc. Il a dû donner un autre nom, peu importe. Maintenant, on l'écrit comme ça, on dit que c'est 1 sur epsilon 0.
Parce qu'epsilon 0 se mesure d'une autre manière, et du coup, enfin, se mesure, apparaît dans d'autres formules directement. Et voilà, donc c'est intéressant de l'écrire comme ça. Mais peu importe ça, ce machin, c'est juste une constante. Et donc le flux centré sur une particule, enfin sur un point matériel qui est chargé, le flux du champ qui est émis, il est uniquement proportionnel à la charge. Et c'est pour ça qu'on se trimballe ces trucs-là quand on est... Ça marche? Ok. Si, si j'ai le temps, j'essaierai de faire pas pas une animation, mais presque, mais comment dire, une illustration de ce phénomène-là, un truc un peu graphique. Mais je sais pas si j'aurai, enfin, je sais que j'aurai pas le temps, donc voilà, on verra. Euh, ds égale dr dθ, non. Non, c'est plus compliqué que ça. La valeur de ds. De toute façon, ça marche pas parce que ton ds, il serait en mètres carrés. La dr dθ, c'est en mètres. Parce que dr, c'est en mètres. Et dθ, ça n'a pas de dimension. D'accord. Θ, c'est un rapport de longueur, c'est un angle. Donc il n'a pas de dimension. Euh, Non, je sais plus à quoi c'est égal. Il me semble que ds, c'est r dθ sinus θ dφ. Mais je suis pas sûr. À vérifier. Euh, Cédric, tu le connais, l'infinitésimal de ce truc? En coordonnées sphériques? Je crois que c'est ça, hein. Ça, vous avez dû le voir ailleurs. Ah oui, non, alors attention. Ah, donc, application de la même stupidité, de la même remarque quand même. Ce truc-là est en mètre carré, donc ce machin doit être en mètre carré. Donc il y a effectivement R joue deux fois, il joue dans le. En fait, c'est R dθ fois R sinus θ dφ. Là. Et du coup, là, on a bien des mètres carrés, enfin une surface au carré, et là. Enfin, une longueur au carré, là. Une longueur au carré ici. Regarde le lien que tu mets. Ouais.
Ouais. Et du coup, il n'y a qu'à... pour avoir dv, tu remultiplies juste par dr. C'est ça. Ok. Mais en fait, là, on fait une tautologie parce que si on est d'accord sur le fait que soit ça, c'est les... comment dire, au moment où tu définis ton système de coordonnées et tes valeurs infinitésimales, tu définis la formule des valeurs... comment dire, la formule finale. C'est pas une vraie démonstration. C'est juste une vérification de la cohérence de la convention. Mais il y a des méthodes affines extrêmement élégantes pour retrouver les formules, mais bon, voilà. Peut-être pas super intéressant pour vous. Ok, c'est l'heure, on va s'arrêter là. Et je vous dis donc à lundi prochain. Commencez à réfléchir à des questions de cours, parce qu'on fera peut-être le tournoi de questions pour, en guise d'évaluation finale. Le but étant de contrôler le temps réel. Ça marche. Du coup, ça impliquera que tout le monde devra être connecté en même temps sur le Discord, de telle façon à ce que je puisse avoir vos pseudos et il y aura un quiz, je pense. -9? Mais non. T'inquiète. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup. Dites-moi si ça vous va. Si vous voulez plus, moins d'exo, des trucs plus durs, des trucs moins durs, c'est vous qui me dites. Ah oui, et mettez des pouces bleus. Non, surtout pas.